Alors, alors vous avez posé des questions. Allez-y ensemble. Je vais poser la première question concernant les toilettes de l'école Vidal-Ville. Depuis de nombreuses années, l'état des toilettes de la maternelle de l'école Vidal-Ville suscite de vives remarques, odeurs, évacuation bouchée et vétusté. Les travaux nécessaires pour offrir aux enfants de nouvelles toilettes sont sans cesse repoussés. Au moment de leur apprentissage de la propreté, la ville leur met à disposition des toilettes aux odeurs pestilentielles conçues il y a plus de 30 ans. Quand comptez-vous enfin engager ces travaux pour les enfants? Alors, la réponse est simple. Vous êtes encore une fois, je suis désolé de vous le dire, en retard au moins 2003, puisqu'effectivement, il y a eu à une époque des problématiques d'odeur pestilentielle. C'est M. Azoul, ici présent, qui avait, avec les services techniques, trouvé la solution, puisque à de nombreuses reprises, on s'est aperçu. Alors, il y avait deux raisons. La première, c'est qu'il n'y avait aucun évent et aucune sortie des odeurs des siphons, et que la plupart du temps, les siphons, alors, par une mauvaise utilisation, mais ça, c'est les enfants, c'est l'apprentissage, c'est normal, n'étaient pas suffisamment régulièrement curés. On avait beaucoup de bouchons de papier qui empêchaient les siphons de rester en eau. Et quand le système d'un siphon, si tout le monde connaît bien, c'est de rester avec de l'eau, puisque l'eau arrête les odeurs qui remontent. Voilà. Donc, des travaux réguliers sont faits. La rénovation complète, effectivement, n'est pas faite, mais une rénovation régulière et partielle, un entretien et un curage régulier. Il y a d'ailleurs aujourd'hui plus de problème d'odeur, puisqu'on a les services techniques qui passent toutes les semaines précisément pour ces missions-là, M. Barazzoli entre autres, de façon à déclencher en préventif des curages des siphons, et consigne est donnée régulièrement par la responsable du personnel du ménage de bien vérifier que les siphons de sol sont souvent remplis d'eau, et régulièrement on en remet, parce qu'effectivement ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Votre deuxième, il n'y a pas de débat sur les questions orales. Donc votre deuxième question, Madame Moine. Alors, près de Colruyt, des travaux de terrassement ont été entrepris afin de préparer la construction de nouveaux commerces dans cette zone. Quels sont les commerces qui seront implantés à cet endroit? Seront-ils propriétaires ou locataires de leurs locaux? Alors, je ne peux malheureusement pas vous répondre à cette question, parce qu'on n'est pas le maître d'ouvrage. Donc, on a toujours communiqué sur le fait qu'il y avait une barre avec 1500 m² de commerce qui sera découpée à la demande. J'imagine que si les travaux ont démarré, c'est qu'ils en ont commercialisé déjà une partie. Parce que je vous rappelle comment ça se passe, c'est aussi pour ça que ça met peut-être un petit peu de temps à sortir de terre. C'est que un promoteur comme ça, il fait une pré-commercialisation, et quand il a soit des locataires, soit des acheteurs, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, pour environ 50 à 60% de la totalité, il lance la construction. Donc aujourd'hui, s'il lance la construction, j'imagine qu'il a au minimum ce nombre de clients. Pour ma part, tous les gens qui m'ont demandé un rendez-vous, que j'ai reçu, et qui cherchaient des commerces pour s'implanter, ils ont tous été orientés, pas que là, parce qu'ils avaient aussi des locaux de libre au niveau du centre médical, mais ils ont tous été orientés, les coordonnées ont été données, on les a mis en relation avec ces promoteurs-là. Après, je ne sais pas s'ils ont affaire. Pour l'instant, ils ne m'ont pas fait de retour. Probablement qu'ils m'en feront un à un moment ou à un autre, et à ce moment-là, je pourrais vous tenir informé, mais à ce jour, je suis incapable de répondre à cette question. Parce qu'à l'ouverture de Colruyt, vous aviez dit éventuellement qu'il y aurait une boulangerie et un restaurant qui pouvait... C'était les informations que j'avais à l'époque, qui sont peut-être toujours d'actualité, je ne sais pas. Alors, il y a un deuxième groupe qui m'avait posé des questions. Je vais vous laisser les poser, il n'y a pas de souci. Alors que normalement, vous auriez dû être créé au conseil avant, donc vous n'auriez pas dû pouvoir poser les questions. Comme d'après vous, je suis un grand démocrate, je vais vous laisser la possibilité de les poser et nous vous écoutons. Question. À plusieurs reprises, vous avez annoncé que la création de bassins de rétention allait empêcher les inondations dans les habitations. L'entretien préventif des fossiers devait faire partie de mesures de prévention. La situation de ces armements ont créé des désagréments chez plusieurs personnels quotidiens, alors même que les 10 bassins n'étaient pas remplis et que les fossés n'étaient pas nettoyés, une partie a été faite après l'épisode. Quel est le programme de nettoyage préventif des fossés ainsi qu'au cheminement des eaux actuellement en fonction de la provenance?
Alors, il faut être au courant des compétences. Il y a les 3 quarts de la question qui n'impactent pas la commune. Pourquoi? Parce que vous savez pertinemment que la compétence assainissement, eau et assainissement appartient à la communauté de communes. Donc tout ce qui est entretien des bassins de travaux appartient à la communauté de communes. Alors, pour répondre, effectivement, nous sommes allés mettre plus pour rassurer, parce que d'un point de vue efficacité, ça n'en a aucun. Et on est bien placé pour le dire ici, parce que celle qui est la plus proche de l'endroit des fossés qui étaient morts, c'est Madame Aumiel, et elle n'a pas été inondée. Elle a évidemment eu de l'eau dans son terrain, comme beaucoup ont eu dans les vides sanitaires ou dans les caves. Et ça, c'est avec la quantité d'eau qui est coulée, c'est normal. Aucun autre patricien ne m'a signalé, alors que c'est arrivé au passé, des inondations de caves ou de parties de maison. Donc il n'y a pas eu de dégâts. Il y a eu une petite montée en eau de la rue des Sources, parce qu'en quelques minutes, il y a eu une telle quantité d'eau que, comme partout, même dans Paris, etc. Exactement. Pour le reste, les travaux que nous avons obtenus depuis quelques années de la communauté de communes ont parfaitement joué leur rôle. Et on avait même encore une capacité plus grande, puisque le bassin qui est tout au fond derrière, c'est peu rempli. Les 2 bassins qui sont à côté des petits arbres, ceux qui étaient le plus au fond avant que le grand soit créé. Légèrement. Voilà, légèrement, ils ont correctement joué leur rôle et ils sont redescendus assez rapidement parce que le vortex qu'on avait fait refaire a bien fonctionné. Le seul qui est monté en charge, et c'est normal, c'est son rôle, c'est celui des petits arbres, parce que celui-là est régulé par un débitmètre qui ne fait sortir que 500 litres seconde au niveau vers les tennis, là, l'endroit où il y a la bouche. Pour le reste, tout a parfaitement fonctionné. Pour répondre aussi à une partie de la question, c'est de dire que l'herbe dans les fossés, alors pas les arbres, pas les déchets jetés par les habitants ou par les gens du voyage. Il y a aussi des habitants qui viennent me dire, oui, mais les gens crient que les fossés sont pleins, mais on les voit quand ils tombent à les verser dans les fossés. Ça aussi, il faut le dire, ça existe. Mais les gens du voyage en parlent à chaque fois. Bon, ça veut dire que ça gêne les communes. L'herbe dans les fossés ne gêne pas. Au contraire, il régule. Effectivement, quand il y a un arbre en plein milieu, oui, non, là, il faut aller l'arracher. Donc, l'entretien, c'est la communauté de communes que j'ai effectivement secoué, mais qui n'a pas forcément les moyens de tout entretenir, et le syndicat de la Terre-One. Le fossé qui est le long du terrain de foot et du tennis, c'est une compétence du syndicat de la Terre-One, qui a un budget pour faire 3 km d'entretien sur les 60 dont il a la gestion, 3 km par an. Vous voyez, quand vous avez votre tour, si nous, on n'a pas un matériau et qu'on ne va pas mettre un petit coup de temps de temps en temps, vous faites rapidement le calcul, vous avez pratiquement 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans plus tard. Okay, voilà. C'est pas tout à fait ce fossé-là qui est le plus important. C'est celui qui est derrière les habitations où on est, là. C'est vrai qu'il y a des gens qui déversent des herbes et des déchets d'arbustes qui tombent et qui taillent. Mais il y a aussi des arbustes qui poussent dans ces fossés et ça fait un obstacle très impressionnant. Et c'est ça qu'il faudrait éventuellement... C'est pour ça que ceux qui ont la compétence et qui ne font pas de travail, on essaye de le faire à la place. Mais on a aussi au bout d'un moment des moyens de l'autre. Il était un temps, M. Stéphane l'avait fait déjà un peu de temps. On l'avait déjà fait depuis. Votre deuxième question. Pourriez-vous me décrire l'ensemble des mesures prises par les services de la ville nous permettant d'être assurés que le traitement et la circulation des données à caractère personnel des Patriciens sont bien assurés suivant le règlement général de la protection des données qui a été en vigueur au mois de mai, c'est comme un RGPD. Quels ont été les grands axes de travail du processus de mise en conformité? Alors, la RGPD. Donc nous avons 2 agents qui ont participé au mars à une réunion d'information organisée à ce sujet par des prestataires informatiques. Et nous avons 3 axes de travail qui ont été mis en place. Un premier axe juridique qui nous permet de revoir l'ensemble des contrats avec nos prestataires et vérifier qu'ils sont en conformité avec la RGPD. Puisque ça va prendre du temps, c'est-à-dire que tous les contrats doivent être, nos fournisseurs doivent être habilités RGPD. Organisationnel, la mise en place d'une charte informatique et revoir les accès des utilisateurs aux différents fichiers du serveur, puisque ça c'est aussi un gros travail que notre prestataire informatique est en train de mettre en place. Et d'un point de vue technique aussi,
mettre des pare-feux, donc ça a déjà commencé le déploiement, et des antivirus renforcés, des anti-spam et des antivirus sur les messageries, et les changements et la mise en place des changements de mot de passe tous les 3 mois. Donc nous sommes actuellement à la recherche d'un DPO, c'est-à-dire un délégué à la protection des données. C'est quelqu'un qu'on doit nommer rapidement, qui doit être extérieur à la collectivité. Voilà. Donc les services travaillent actuellement sur la réalisation d'une charte informatique, et nous avons commencé avec notre prestataire informatique à mettre en place les nouveaux antivirus répondant aux normes RGPD. Notre prestataire informatique a mis en place au mois de mai dans les écoles un filtrage des sites web. Déjà. Ça n'a rien à voir avec RGPD. Mais ça veut dire qu'au 25 mai, la commune n'était pas. Non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur ces questions. Alors, monsieur Landry, je vais encore être très désagréable, mais vous savez, en matière d'informatique et de protection des données, vous êtes bien au courant de la situation, parce que il y a quelque temps, on a découvert un lien de votre ancienne messagerie vers votre messagerie mère. Oui, votre ancienne messagerie mère vers votre messagerie privée. C'est notre prestataire informatique qui l'a trouvé. Un petit lien, ce qui est rigoureusement interdit, et nous n'avons rien fait, nous l'avons juste fermé. Voilà. Donc on ne va pas recevoir de leçons de votre part en matière d'informatique. Je vous ai laissé l'état de ma messagerie telle qu'elle était quand je suis parti. Je n'ai aucun problème vis-à-vis de ça. Vous nous dites qu'au 25 mai, la commune n'est pas en conformité avec le PLF. Elle l'est, puisqu'elle a commencé son travail. Non. Encore une fois, vous voyez, c'est même votre domaine de travail, vous n'y connaissez rien, alors allez vous renseigner. Bien sûr. Allez pas dire des mensonges, c'est... Mais c'est vous qui en dites, malheureusement. Non, là, c'est un problème. Et bien alors, si on n'est pas en conformité, attaquez-nous, on va voir ce que la justice dit. Écoutez, tout n'est pas... Voilà, bon, stop. Tout n'est pas géré par un tribunal, monsieur le maire. Alors, les informations que je voulais vous communiquer. On va féliciter les enfants du centre de loisirs, puisque, une fois n'est pas coutume, c'est déjà arrivé. Au concours du SMITOM, le centre de loisirs Vivaldi est arrivé premier. Donc c'était à l'issue de la... Ça s'applaudit, donc c'était à la clôture de l'opération Journée Environnement et Partage que l'annonce du concours du SMITOM, donc c'était la réalisation d'un cirque, a été annoncée. Avec près de 1300 enfants inscrits, répartis dans 54 classes et centres de loisirs. Vivaldi est arrivé premier sur les 28 centres de loisirs qui ont été classés. C'est vraiment une performance. Une entrée au parc des Félins leur a été offerte et il me semble que c'était aujourd'hui la sortie vers le parc des Félins. Et on avait combien d'enfants 23 qui ont pu y participer. Une petite information sur les gens du voyage. Alors, je vais réexpliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, parce que je sais qu'il se dit un peu tout et n'importe quoi. Donc non, les services techniques n'ont pas failli à leur travail, puisque j'ai entendu dire qu'on avait laissé les plots béton qu'on n'avait pas mis en place, etc. Pas du tout. D'ailleurs, ils ne sont pas passés par l'endroit où il y a des plots béton, ni par les fossés que l'on avait mis. Ils sont passés par le seul petit trou de souris qu'on s'était conservé pour pouvoir passer avec le tracteur pour aller pondre entre le mur de tennis et le tennis couvert. Endroit où nous étions persuadés qu'ils ne pourraient pas passer puisqu'il y a une marche. Non, ils sont passés entre le mur et le tennis. Il y a des caméras, donc... Il y a des caméras, Je suis quand même pas, je les ai vus arriver. Ils ne sont pas passés là. Donc, c'est un cauchemar que vous avez fait. vous avez fait un cauchemar. Non, un cauchemar, ça serait de pouvoir. Donc, il y a une espèce de marche. Il y a une espèce de marche avec des graviers, et en fait, c'est à cet endroit-là qu'ils sont passés. Donc, quand on a ce genre d'invasion, qu'on soit en conformité ou pas avec la loi, on en revient au débat habituel que l'on a, de toute façon, ils ont tous les droits et ils peuvent s'inscrire. Donc, on a saisi l'ensemble des autorités. Évidemment, les autorités préfectorales, préfètes en tête, ne font absolument rien pour nous, j'ai absolument pas peur de le dire, puisque au niveau tribunal administratif, il nous a été dit que aucun recours au tribunal administratif serait visé par la préfecture et nous serait validé. Donc on est allé au TJ,
le tribunal de grande instance pour une occupation d'un terrain illicite appartenant à un propriétaire privé, ayant des conséquences sanitaires, etc. Le vol d'électricité, alors qui n'est pas sur nous, hein, rassurez-vous, là, pour une fois, c'est pas la commune qui paye, ceux-là sont très bien équipés, ils sont directs sur le réseau Enedis, carrément, sur la haute tension, c'est des mecs qui n'ont pas peur. On n'en voit pas beaucoup cramer, mais bon, ils se mettent directement sur le... Ils n'ont pas peur. Bon, bref. Par contre, le réseau d'eau, ils sont sur le réseau d'eau du SDIS, on a fait toutes les démarches concernant les plaintes. Donc, quand on a eu ça, on a saisi les gendarmes pour avoir les identités, puisque vous savez que quand on dépose un référé, on doit avoir l'ensemble des identités qui doivent apparaître dans la procédure de référé et qu'on doit y adjoindre, même si les noms des gens et les immatriculations des véhicules nous ont été donnés par les gendarmes, on doit y joindre un constat d'huissier privé, l'on paye, et qui va corroborer le nom et les plaques d'immatriculation des véhicules, etc. Bien. Donc, tout cela a été fait dans les 3-4 jours d'ici au vendredi. Le référé a été déposé le lundi suivant, donc au bout d'une semaine vous étiez là, avec une demande d'audience pour le mercredi. Quand on est arrivé à la demande d'audience avec l'avocat, le juge nous a dit « Oh là là, pour pouvoir étudier, vous comprenez, c'est des humains, ils ont des droits, il faut un temps normal d'étude de dossier, donc 2 jours c'est trop court, il faut au moins une semaine, donc je vous décale à la semaine prochaine, mercredi qui arrive là. Entre-temps, vous avez tous remarqué qu'un certain nombre sont partis et que d'autres sont arrivés. Donc ça voulait dire que le constat d'huissier et le premier référé qu'on avait n'étaient absolument plus valables. Donc on a replaidé auprès du juge ce matin en lui disant là on veut bien être gentil, on veut bien être d'accord avec vous sur le délai raisonnable pour étudier la demande, mais enfin, vous allez vous faire avoir et nous aussi, parce que ça va être la tournante, et on les a comme ça pendant un vitam aeternam. Donc le juge ce matin, au vu de l'ampleur de la situation partout, hein, parce qu'on en a encore 30 chez nos amis de Marché-Moret qui ont débarqué cette nuit, il y en a 100 à manger, il y en a partout. Clair, il y en a partout. Le juge a accepté ce matin de prendre en compte notre référé en y inscrivant dessus, pour le jour de l'expulsion, toute personne étant présente sur le terrain ce jour-là. Donc ça veut dire qu'on n'a plus l'obligation d'avoir les noms, les immatriculations, et que même un qui est arrivé la veille, le matin où on a les gendarmes, il dégage. Donc dans la procédure, le délibéré est donné au plus tard le 4 juillet, parce qu'entre le moment où on vous donne le résultat et le moment d'application, il se passe encore une bonne petite semaine, au moins. Et moi, j'ai saisi tout de suite le sous-préfet, qui m'a assuré qu'à partir du moment où on avait une décision de justice, nous aurions le concours de la force publique pour la faire appliquer. Donc, à l'audience, sachant tout ça, puisque c'était dans notre plaidoirie, les gens du voyage qui étaient présents, enfin, en tout cas leurs représentants, ont annoncé qu'ils avaient l'intention de partir le 28, soit jeudi prochain. Je vous livre les choses comme elles ont été dites à l'audience. Je n'ai aucune confiance dans la parole de ces gens-là, pour rester poli et correct. Bon, voilà où on en est. Ce qui est important sur ce sujet, c'est que aucun spectacle, aucune manifestation aujourd'hui n'a été annulée. Nous avons réussi, pour l'instant, et je l'espère, que ça va pouvoir se faire. On a réussi, alors, pas forcément dans les mêmes conditions, pas forcément aux mêmes endroits, enfin, de toute façon pas aux mêmes endroits, mais on a réussi à déplacer l'ensemble des manifestations. Et à ce titre, je voudrais réellement remercier 2 groupes de personnes. La première, c'est nos employés en mairie, qui avaient un programme de travail établi, ça, où tout est chamboulé. Où la multiplication de tapis qui ne devaient pas être trimballés sont trimballés à droite, à gauche, machin, etc. Voilà, je voudrais vraiment qu'on leur rende un hommage, et j'en profite que leur directeur de service technique soit là ce soir pour que ça leur soit bien précisé. Ils ont beaucoup de travail en ce moment, il y a beaucoup de choses, entre toutes les manifestations, l'inauguration du pôle, les comptes, etc. Il y a vraiment beaucoup de travail, et ils font un travail remarquable, et je voudrais qu'on les salue. Voilà. La deuxième, c'est de remercier l'ensemble des associations
Parce que même si effectivement l'annonce de la fermeture du complexe peut provoquer un coup de colère ou une montée de sang, je le comprends, je les excuse là-dessus, il n'y a pas de souci. En montant, j'aurais été pareil à me dire ah, bon, voilà. Mais toutes les associations, on leur a dit venez en mairie, on va trouver des solutions. On a fait des réunions avec les parents de ces associations, on a proposé des solutions, elles ont toutes été conciliantes en disant bon, ok, c'est pas parfait, mais entre rien faire et cette solution-là, on prend, merci, voilà. Donc je voudrais aussi qu'on salue toutes les associations qui ont accepté d'avoir leur programme changé. Et puis voilà, ces petites informations sont terminées. Donc comme ça a été dit dans le journal de la commune, vous êtes évidemment tous conviés samedi matin à l'inauguration du centre culturel où on mettra aussi en avant le nom de deux Pathusiens, un plus célèbre parce qu'il est décédé il y a longtemps, et un peut-être un peu moins célèbre, mais qui deviendra peut-être, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc le conseil municipal est clôturé.